Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Vali, raconte-moi une histoire. Je vais vous raconter le dernier conte d'hiver de Karen Blixen. Une histoire consolante. Très belle écoute à tous. L'écrivain Charles Despart entra dans un petit café à Paris, où il retrouva un compatriote de ses amis qui, assis à une table près de la fenêtre, dînait tranquillement. Charles s'assit en face de lui, poussa un soupir de soulagement et commanda une absinthe. Il ne parla pas avant d'être servi et d'avoir goûté le contenu de son verre, mais il écouta attentivement les quelques lieux communs énoncés par son compagnon. Dehors, il neigeait. On n'entendait pas marcher les passants sur la mince couche blanche qui recouvrait le pavé. La terre était muette et comme morte. Mais l'air était frémissant de vie. Dans les intervalles obscurs, entre les réverbères, la neige manifestait sa présence aux passants, par une multitude de petits frôlements cristallins et glacés sur les lèvres et les cils. Autour des becs de gaz, les flocons apparaissaient en pleine lumière, tel un tourbillon de menues ailes blanches qui semblaient danser de haut en bas, de bas en haut, petit système solaire étincelant, ruche d'abeilles silencieuse dans sa féerique agitation. La cathédrale Notre-Dame se dressait, haute et sévère, dans la nuit aveugle. On eût dit un rocher se profilant vaguement jusque dans les espaces infinis du ciel. Le nouveau livre de Charles venait d'avoir un grand succès et de lui rapporter beaucoup d'argent. Mais l'écrivain n'était pas dépensier, car il avait toujours été pauvre et n'avait pas des goûts de luxe. Quand il observait d'autres gens pour apprendre d'eux comment ils se débarrassaient de l'argent gagné, il jugeait le plus souvent ridicule et inepte leur manière d'agir. Il laissa donc sa fortune entre les mains des banquiers, gens mystérieusement capables et que passionne ce côté de l'existence. Et il resta lui-même très souvent démuni d'argent liquide. À ce moment, sa femme était retournée dans sa propre famille. Charles Despart n'avait pas de domicile fixe. Il voyageait presque constamment et se sentait chez lui un peu partout. Cependant, il gardait au cœur le regret constant de la vie qu'il menait autrefois à Londres. À présent, il ne recherchait guère la société de ses semblables. C'était un homme silencieux, sujet à des accès de tristesse comme ceux dont parle le vieux proverbe « Omne animal post coitum triste ». Car pour Charles, la vocation d'écrivain et les passions amoureuses étaient intimement liées. Il lui arrivait de se dire, en entendant un air ou en sentant un parfum, « J'ai déjà entendu cet air ou senti ce parfum, au temps où j'étais soit passionnément amoureux, soit en train d'écrire un livre. Je ne me rappelle plus quel était le cas, mais je me rappelle avoir connu alors une sorte de vitalité débordante. Tout mon être s'épanouissait dans l'harmonie et la joie. Quels que fussent les événements, ils m'apparaissaient comme une exceptionnelle félicité et se trouvaient en moment voulu à leur vraie place. Mais ce soir-là, il était entré dans ce café comme quelqu'un dont une aventure amoureuse vient de se terminer. Las et péniblement convaincu du vide et de la vanité de toutes les ambitions humaines. Pourtant, il se réjouissait d'avoir rencontré son ami avec lequel il s'entendait bien. Charles était petit et mince et avait l'air très jeune pour son âge. Mais son convive était encore plus petit que lui et d'un âge indéfinissable, bien que l'écrivain sût que l'autre avait 10 ou même 15 ans de plus que lui. De proportions élégantes, les mains, les oreilles et les pieds finement modelés, il avait des traits délicats, des lèvres au noble dessin,
un teint frais, une voix mélodieuse. On aurait pu le prendre pour un modèle réduit en cire de l'être humain, destiné à être exposé dans un musée. Ses vêtements étaient bien coupés. Il avait posé son chapeau haut de forme derrière lui sur un rayon, au-dessus de son pardessus et de son parapluie. Il s'appelait Énéas Snell, ou du moins se donnait lui-même ce nom. Mais en dépit de son caractère liant et sympathique, son origine et sa vie passée restaient obscures. Certains disaient qu'il avait été prêtre, mais qu'il avait été chassé de l'Église dès le début de son ministère. Plus tard, il s'était distingué comme médecin des maladies de la peau. Puis, au cours de voyages, tant en Europe qu'en Afrique, il avait connu nombre de villes et de gens. Mais de grands événements, soit heureux, soit tristes, ne semblaient pas l'avoir touché personnellement, bien que le sort eût voulu que des drames et des catastrophes étranges se fussent passés au lieu même où il se trouvait. Il était en Égypte au moment où la peste y sévissait, au service d'un prince indien pendant une mutinerie. Et le duc de Choiseul-Praslin avait assassiné sa femme quand Énéas Snell était son secrétaire. À présent, celui-ci était administrateur des biens d'un grand nouveau riche de Paris. Ses amis s'étonnaient de voir un homme de si grand talent et possédant une telle expérience se contenter toute sa vie d'être au service d'autrui. Mais Énéas expliquait son cas en invoquant le flegme et la passivité de sa nature. Il était incapable, disait-il, de trouver lui-même des raisons suffisantes pour entreprendre quelque action que ce fût. Mais si quelqu'un d'autre l'en priait, ce fait devenait pour lui un motif suffisant pour agir. Il réussissait bien dans ses fonctions d'intendant et jouissait en tout de la confiance de son employeur. Son attitude suggérait parfois qu'en accomplissant sa tâche, il s'honorait lui-même et honorait son patron, ce qui enchantait le riche Français. Énéas était un agréable compagnon, patient, auditeur et conteur habile. Sa propre personne ne jouait jamais un grand rôle dans ses récits, mais il racontait les plus singulières histoires comme si elles s'étaient passées sous ses yeux, et en somme c'était bien possible. Charles, après avoir bu son absinthe, devint plus communicatif. Il appuya son coude sur la table et son menton dans sa main, puis il dit lentement et d'un ton grave : « Tu aimeras ton art de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton public comme toi-même. » Quelques secondes plus tard, il ajouta : « Toutes les relations humaines comportent un élément monstrueux et cruel. Mais la relation de l'artiste avec son public est la plus monstrueuse. Elle est aussi terrible que le mariage. » En disant ces mots, il jeta à Énéas un regard empreint d'une profonde amertume, comme s'il voyait en lui l'image de son public, et il poursuivit. « Car nous, les artistes et le public, nous dépendons malgré nous les uns des autres, même en ce qui concerne notre existence. » Une fois encore, Charlie tourna vers son ami un regard accusateur, lourd de peine. Énéas comprit que l'écrivain se trouvait dans un dangereux état d'esprit et que toute observation, sauf une remarque banale, pouvait lui faire perdre complètement son équilibre nerveux. « S'il en est ainsi, dit-il, votre public ne vous a-t-il pas procuré une existence agréable ?» Mais ces mots eux-mêmes troublèrent Charles, au point qu'il resta silencieux pendant un long moment. « Mon Dieu, dit-il enfin, croyez-vous donc que je parle de mon pain quotidien, de ce verre, de mon habit, de ma cravate ? Pour l'amour du Christ, essayez de comprendre ce que je dis. Non, chacun de nous attend le consentement ou la coopération de l'autre rien que pour vivre. Là où l'on ne peut contempler ni écouter aucune œuvre d'art, il ne peut y avoir de public non plus. C'est clair, je suppose. Même pour vous. Parmi les œuvres d'art, par exemple, une peinture existe-t-elle quand personne ne la regarde ? Un livre existe-t-il si personne ne le lit ? Non.
à Énéas. Tableaux et livres sont faits pour être regardés ou lus. Par le seul fait d'être regardés ou lus, ils font naître ce personnage formidable, le spectateur. Et celui-ci suffisamment multiplié, et nous avons besoin d'être multipliés, incroyable créature que nous sommes, devient notre public, dont, ainsi que vous le voyez, nous sommes à la merci. En ce cas, s'écria Énéas, vous devriez faire preuve de plus de compassion les uns envers les autres. Compassion, riposta Charles. De quoi parlez-vous donc? Puis il tomba dans une profonde méditation. Après un long silence, il reprit lentement. Nous ne pouvons pas avoir pitié les uns des autres. Un public ne peut être indulgent, compatissant pour un artiste. S'il l'était, ce ne serait plus un public. Dieu merci d'ailleurs. Et un artiste ne saurait être compatissant pour un public, du moins n'a-t-il jamais essayé. Je vais vous expliquer ce qu'il en est de notre profession. Toutes les œuvres d'art sont belles et parfaites, et toutes sont en même temps hideuses et ridicules, complètement ratées. Au moment où je commence à écrire un livre, ce livre est toujours plaisant. Je le regarde et je vois qu'il est bon. Le premier chapitre est si bien construit, toutes les parties s'accordent de manière assez exquise pour en faire un tout d'une merveilleuse harmonie. Et généralement, à ce moment-là, le dernier chapitre du livre est le plus réussi de tous. Mais en même temps, et dès son début, une ombre affreuse suit mon œuvre. C'est en quelque sorte une difformité odieuse, écœurante, qui pourtant est pareille à mon œuvre, et qui parfois et souvent même prend sa place, de sorte que je ne la reconnais plus. Mais je recule d'horreur à sa vue, comme la mère devant l'enfant changé dans son berceau, et je me signe à la pensée de l'avoir jamais considérée comme étant ma chair et mon sang. Bref, toute œuvre d'art est à la fois idéalisation et perversion, et le public a le pouvoir d'en faire définitivement un chef-d'œuvre ou une caricature. Quand le cœur du public est touché, ému jusqu'aux larmes et acclame le travail de l'artiste et le déclare un chef-d'œuvre, l'œuvre d'art devient en effet le chef-d'œuvre que je vois au début de mon travail. Et quand le public déclare que l'œuvre d'art est insipide et sans valeur, elle perd toute valeur en effet. Mais quand le public refuse totalement de la regarder, voilà, comme on dit à Paris, elle n'existe même plus. C'est en vain que je crierai. Ne voyez-vous donc rien? On me répondra très poliment. Rien du tout. En vérité, à Énéas, si cette éventualité se produit, il est inutile de peindre ou d'écrire. Mais ne vous figurez pas, dit encore Charles, que je n'ai pas compassion du public et que je ne me rende pas compte de ma culpabilité envers lui. J'en ai compassion et cette compassion me pèse. J'ai lu le livre de Job afin d'y puiser la force de supporter ma responsabilité. Vous voyez-vous vous-même à la place de Job? Demanda à Énéas. Non, répondit Charlie fièrement, et d'un air solennel, à la place de Dieu. Il poursuivit. Je me suis comporté à l'égard de mon lecteur comme Dieu à l'égard de Job. Je sais, personne ne sait mieux que moi. Combien Dieu a besoin de Job en tant que public, et pourquoi il ne peut se passer de lui. Et même je me demande si Dieu ne dépend pas plus de Job que Job ne dépend de Dieu. J'ai fait un pari avec Satan concernant l'âme de mon lecteur. J'ai semé sa route d'ornières, et je l'ai environné de terreur. Je l'ai enlevé et je l'ai abaissé. Son énergie a fondu grâce à moi comme neige au soleil. Il n'est plus resté de lui que cendre et poussière. Quand il s'attendait à voir la lumière, il se trouvait dans les ténèbres. Job ne désire pas plus servir de public à Dieu que mon public ne désire être le mien. Charles soupira et regarda son verre, puis il le porta à ses lèvres et le vida. Pourtant, dit-il à la fin, Dieu et Job se réconcilièrent, et il vaut la peine de lire ce passage, car Dieu, au milieu de la tempête, plaide la cause de l'artiste et de l'artiste seul.
Il réduit à rien les scrupules moraux et les souffrances morales de son public. Il n'essaie pas de justifier son attitude par des arguments au sujet du bien et du mal. Qui est celui qui obscurcit mes desseins? Connais-tu les lois du ciel? As-tu plongé jusqu'au fond de l'abîme? As-tu empêché les Pléiades de folâtrer? Fais-tu pleuvoir dans un pays désert? Dis-le donc, puisque tu sais tout. Dieu parle des horreurs et des abominations de l'existence et demande avec insouciance à son public si lui aussi veut écouter avec elle comme avec un oiseau et permettre à ses filles de faire de même. En vérité, Job est le public idéal. Qui de nous en trouvera un comparable à lui? Les arguments de Dieu lui font baisser la tête. Il renonce à ses griefs. Il reconnaît qu'il est mieux et plus en sécurité entre les mains du grand artiste qu'entre celles de n'importe quelle autre puissance de ce monde. Et il admet qu'il a parlé sans comprendre des merveilles qui le dépassent et qu'il ne conçoit pas. Puis il s'absorba dans ses souvenirs. Pourtant, dit-il au bout d'un long silence, quel est le sens de tout cela? Pourquoi n'abandonnons-nous pas la peinture et le travail littéraire pour laisser le public en paix? Quel bien lui faisons-nous? Et en fin de compte, en quoi l'art est-il utile aux hommes? Vanité des vanités, tout est vanité. Pendant ce temps, Aenéas avait fini de dîner et sirotait tranquillement son café. Il dit « Monsieur Camus, mon patron, fait dans ses moments perdus une collection de tableaux. Il tient beaucoup à avoir une galerie de tableaux dans son bel hôtel. Mais comme il ne se connaît guère en peinture et n'a pas le temps à consacrer au choix des œuvres d'art, il en était fort contrarié jusqu'à présent. Maintenant, c'est moi qui, à sa place, ai fait la tournée des peintres. Je les ai vus un à un, et j'ai demandé à chacun d'eux de me vendre le tableau que parmi ses œuvres, il estimait personnellement le meilleur. Notre galerie se développe et promet d'être exceptionnelle. « C'est ce que vous croyez ?» riposta Charlie. « L'artiste ne peut dire lui-même laquelle de ses œuvres est la meilleure, alors même que vos artistes sont d'honnêtes gens et ne vous ont pas collé subrepticement les tableaux qu'ils ne peuvent vendre à personne, et ce sont ceux que vous méritez, ils ne peuvent juger avec équité. » « Non, en effet, dit Aenéas, mais une collection de tableaux dont chacun a été désigné par le peintre comme la meilleure de ses œuvres doit bien finir par être intéressante et exciter la curiosité du public. « Et vous-même, s'écria Charlie d'un ton amer. Vous faites les commissions d'un riche dilettante et vous courez d'un artiste à l'autre, mais vous n'avez jamais fait ni acheté un tableau pour votre propre compte. Quand un jour vous crèverez, vous pourriez bien n'avoir pas vécu. » Aenéas hocha la tête. « Pourquoi hochez-vous la tête ?» demanda Charlie. « J'approuve ce que vous dites, je pourrais aussi bien n'avoir pas vécu. » Ils observèrent un court silence, puis Aenéas s'écria gentiment. « Mais votre cas, Charles, est bien différent. Ayez un peu de patience et tout s'arrangera, même entre vous et votre public. Voyez le livre que j'étais en train de lire quand vous êtes entré. Il faisait partie de la bibliothèque de M. Camus. Vous pourriez y lire comment, il y a 500 ans, lors d'un traité de paix, une province entière a été donnée en échange d'un éclat de la vraie croix. Or, si le Christ avait disposé en temps voulu de sa croix à un tel cours, il aurait pu lever une armée contre le grand prêtre et Pilate, et même contre César lui-même à Rome. Charles s'était enfin débarrassé de l'humeur noire et de l'agitation qui l'avait obsédé au moment de son arrivée au café, et il estimait qu'il serait plus agréable d'écouter parler son ami que de faire les frais de la conversation. Il découvrit aussi qu'il avait faim et commanda un repas. Après avoir fini sa soupe, il se renversa contre le dossier de sa chaise et inspecta du regard la salle où il se trouvait, comme s'il la voyait pour la première fois. Et il dit à Énéas d'une voix basse et langoureuse, comme celle d'un convalescent.
Ne voudriez-vous pas me raconter une histoire » Aenéas prit avec sa cuillère le sucre qui restait au fond de sa tasse de café. Il porta sa serviette à ses lèvres minces, la plia et la posa sur la table, puis il dit « Mais oui, je puis vous raconter une histoire. » Pendant une minute, il eut l'air de fouiller dans sa mémoire. Pendant ce temps, bien qu'il ne fît pas un mouvement, il parut changer. L'intendant s'effaça et fut remplacé par un petit personnage inquiétant, au regard perçant, impitoyable, au maintien énergique, image même du conteur de tous les temps. « Oui, reprit-il enfin en souriant, je puis vous raconter une histoire consolante. » Et d'une voix douce, il commença. « Quand j'étais jeune, j'étais employé chez un marchand de tapis, dont la maison était fort estimée à Londres. Mes patrons m'envoyèrent en Perse pour y acheter un lot de tapis anciens. Mais par le caprice du sort, je devins pendant 2 ans le médecin ordinaire du roi de Perse, Mahoum Shah, souverain avisé de noble caractère. Je vécus près de lui durant une période d'intrigue et d'agitation politique, quand les Anglais et les Russes luttaient à qui jouerait de la plus grande influence. Le Shah souffrait beaucoup d'un érysipèle et j'eus la chance de le guérir de cette maladie. Le Shah actuel, Nasruddin Mirza, était alors l'héritier du trône. Nasruddin était un jeune prince plein de vie, épris de progrès et de réformes, mais autoritaire et fantasque. Il désirait fort connaître les conditions de vie de ses sujets, du plus riche au du plus pauvre. Il s'obligeait lui-même et obligeait son entourage à faire de constantes enquêtes à ce sujet. À force de lire les contes des 1001 nuits, il se voyait lui-même jouant le rôle du calife Haroun al-Rachid de Bagdad. Souvent, à l'imitation de cet histrion classique, il parcourait seul la ville de Téhéran, déguisé en mendiant, en colporteur ou en jongleur, visitant les marchés et les tavernes, prêtant l'oreille aux propos des ouvriers, des porteurs d'eau, des prostituées, afin d'apprendre par eux ce qu'on pensait des fonctionnaires et des hommes en place, ainsi que de l'exercice de la justice dans le royaume. Ce caprice du prince inquiétait fort ses vieux conseillers, car ils jugeaient paradoxal et insoutenable qu'un prince fût à ce point au fait des actes des sentiments de son peuple, et prêt, sans doute, à bouleverser entièrement l'ancien système du pays. Ils lui représentèrent les dangers auxquels il s'exposait, et le tort que dans son intrépidité il faisait au royaume de Perse qui subirait injustement un irréparable dommage. Et plus il parlait, plus le prince Nasruddin s'entêtait dans son caprice. Alors les ministres eurent recours à d'autres mesures. Ils prirent soin de faire suivre secrètement le jeune homme par des gardes armés. Ils soudoyèrent aussi ses valets et ses pages pour qu'ils découvrissent le déguisement qu'il empruntait, et le quartier où il se rendait, et jusqu'aux mendiants ou à la prostituée avec lesquels le prince entrait en conversation. Nasruddin ignorait ses menées, et les conseillers craignaient sa colère au cas où il s'en apercevrait, de sorte que même entre eux, ils gardaient le silence sur leurs ruses. Or, il arriva, pendant que j'étais à la cour, que le premier ministre, Mirza Agaï, demanda un jour une audience au prince, et lui communiqua solennellement des nouvelles d'une étrange et sinistre nature. « Il y a, dit-il, à Téhéran un homme dont le visage, la structure et la voix ressemblent à ceux de votre Altesse, au point qu'il est difficile de vous distinguer l'un de l'autre. En outre, cet étranger, dans tout son comportement, imite vos manières et vos habitudes. Depuis quelques mois, il parcourt les quartiers les plus pauvres de la ville sous un déguisement de mendiant, semblable à celui que vous avez coutume de porter. Il s'assied près des portes ou des murs, questionne le peuple et lui parle. Est-ce que ce fait ne prouve pas que le prince joue un jeu dangereux ? Demanda le Premier ministre. Car que se cache-t-il derrière cette entreprise ?
Le mystificateur est ou bien un instrument entre les mains des ennemis du chat, engagé par eux pour semer le mécontentement et la révolte parmi la populace, ou bien c'est un imposteur d'une témérité inouïe, traînant quelque nombreux projets personnels et peut-être caressant l'horrible espoir d'assassiner l'héritier du trône et de se faire passer pour le prince auprès du peuple. Le vieillard passa mentalement en revue tous les ennemis de la maison royale. Il évoqua l'ombre d'un grand seigneur, cousin du Tcha, et décapité pendant une révolte de 20 ans plus tôt. Il se rappela avoir entendu dire qu'un fils posthume était né aux rebelles. Le ministre supplia le prince de renoncer à ses randonnées, jusqu'à ce qu'on parvienne à saisir et à punir l'intrigant. Nasrud-Din écouta les propositions du chambellan, tout en jouant avec les glands d'or de sa dragone. Puis il interrogea le ministre sur ce que disait son double au peuple et quelle impression il faisait à ses auditeurs. « Monseigneur, répondit Mirza Agaï, je ne puis vous renseigner exactement sur ce qu'il a dit au peuple, d'abord parce que ses discours semblent obscurs et à double sens, et ensuite parce qu'en réalité il ne parle pas beaucoup. Mais l'impression qu'il fait est certainement très profonde, car non content de s'informer du sort de son entourage, il s'est mis dans la tête de le partager. On dit qu'il a couché sur les murs pendant les nuits d'hiver et qu'il a vécu des restes que les pauvres, sans le sou, avaient mis de côté pour lui. Quand ils n'ont rien à lui donner, il jeûne pendant toute la journée. Il fréquente les prostituées les plus misérables de la ville afin de convaincre les pauvres qu'il en a pitié et qu'il se sent solidaire d'eux. Et même pour se mêler aux plus basses couches de la population de votre ville, il s'acoquine avec une fille qui est à la taverne ou sur la place du marché, comme des représentations avec un âne. Et tout cela, mon prince, en empruntant votre image. Le prince était un jeune homme de joyeux et noble caractère. La pensée de vexer le vieux ministre prudent de son père l'amusait fort et le récit de Mirza Agaï lui faisait prévoir une aventure peu commune. Après avoir bien réfléchi, il dit au ministre qu'il n'avait pas envie de manquer la chance de rencontrer son sosie, qu'il irait lui parler lui-même et apprendre la vérité sur ce personnage énigmatique. Il défendit au vieux conseiller d'intervenir dans ses affaires et prit cette fois assez de précautions pour rendre toute ingérence ou tout contrôle parfaitement impossible. La seule concession que les vieillards finirent par obtenir de lui fut qu'il partirait bien armé et se ferait accompagner par un serviteur en qui il peut avoir pleine confiance. À cette époque, je voyais beaucoup le prince. Il avait sur la joue gauche une marque de la taille d'une cerise, qui le défigurait un peu et ne le servait évidemment pas quand il devait circuler incognito. Après avoir constaté chez son père le succès de mon traitement, il me fit venir pour le débarrasser de ce naïvus. Nos séances étaient longues, et j'avais le temps de distraire le prince par des récits qui lui plaisaient. Par bonheur, je possédais un gros stock d'histoires se rapportant à notre civilisation occidentale classique et que le prince ne connaissait pas. Nasrud-Din se préoccupait aussi de sa tendance à l'embonpoint et mangeait très peu. La reine, sa mère, qui pensait que jamais il n'avait été si séduisant qu'au temps où il était un gros bébé, unissait ses efforts à ceux des pourvoyeurs et des maîtres queux de la maison royale pour lui présenter les mets les plus rares, capables de stimuler son appétit. Or, la reine s'aperçut que lorsque je lui racontais mes histoires, le prince s'attardait à ses repas, et elle m'invita gracieusement à lui tenir compagnie à table. Je racontais au prince tout ce dont je me souvenais de la Divine Comédie et de quelques tragédies de Shakespeare,
ainsi que le roman d'Eugène Sue, Les mystères de Paris, que j'avais lu au moment de quitter l'Europe. Au cours de nos entretiens sur l'art et la littérature, je gagnais la confiance du prince, et le moment venu de choisir un compagnon pour ses expéditions secrètes, Nasrudin me demanda de le suivre. Il s'amusa à me voir porter, comme un mendiant persan, un grand manteau et des babouches, et m'affubler d'un emplâtre sur un œil. Chacun de nous avait enfilé un poignard dans sa ceinture et un pistolet sous sa chemise. Le prince me fit cadeau du poignard, dont la garde d'argent était incrustée de turquoise. Le vieux ministre, Mirza Agaï, s'approcha de moi pour m'exprimer sa reconnaissance, et il me promit un emploi lucratif à la cour si je parvenais à détourner Nasrudin de son audacieuse entreprise. Mais je n'avais aucune confiance dans ma force de persuasion, ni aucune envie d'empêcher le prince d'agir à sa fantaisie. Nous parcourûmes donc les rues et les bas quartiers pauvres de Téhéran pendant plusieurs soirées du premier printemps. Les pêchers étaient déjà en fleurs sur les terrasses des jardins royaux, et l'herbe était parsemée de jonquilles et de crocus. Mais l'air était vif, et les gelées nocturnes n'étaient pas loin. À Téhéran, les soirées de printemps sont d'une admirable teinte bleue. Les anciens murs gris, les platanes, les oliviers des jardins, la foule dans ses vêtements de couleur terne, les lentes files de chameaux lourdement chargés qui rentrent dans la ville, tout paraît flotter dans une délicate brume azurée. Le prince et moi pénétrions dans des lieux singuliers, faisant la connaissance de danseurs, de voleurs, de coupeurs de bourses, de cambrioleurs, d'entremetteurs et de devins. Nous avions des discussions longues et variées sur la religion, l'amour, et souvent nous ne pouvions nous empêcher d'en rire, car nous étions tous deux jeunes et gais. Mais pendant assez longtemps, il nous fut impossible de trouver l'homme dont nous cherchions la trace, et nous n'entendîmes guère parler de lui non plus. Pourtant nous connaissions le nom qu'il se donnait à lui-même. C'était celui dont le prince se qualifiait quand il se déguisait en mendiant. Enfin, un beau soir, un petit garçon nous amena jusqu'à un marché situé tout près de la plus vieille porte de la ville. « C'est là, nous dit-il, que le mendiant avait l'habitude de s'asseoir. » L'enfant aux pieds nus s'arrêta près du puits de la place et nous montra du doigt un personnage de petite taille, assis par terre, à quelque distance, et nous jetant un regard ferme et clair, il dit « Je n'irai pas plus loin. » Nous aussi, nous nous étions arrêtés pour nous assurer de la présence de nos poignards et de nos pistolets. La place du marché était pauvre et sale, entourée de rues étroites aux maisons pitoyables et délabrées. Des odeurs nauséabondes emplissaient l'air, et la poussière s'amoncelait sur le sol. Les habitants du quartier, vêtus de haillons, étaient rentrés de leur travail, et pendant cette dernière heure de lumière, flânaient et bavardaient sur la place, ou bien puisaient de l'eau au puits. Un petit nombre d'entre eux achetaient du vin au comptoir d'une taverne en plein vent, et nous fîmes comme eux, demandant le vin le moins cher que le cabaretier eût à vendre. N'étions-nous pas des mendiants ce soir-là ? Tout en buvant, nous ne perdions pas de vue l'homme assis par terre, sous un vieux figuier tordu qui avait poussé dans une fente du mur. Nous nous étions attendus à le voir entouré d'une foule de gens, mais ce n'était pas le cas. Pourtant, pendant que je l'observais, je vis que les passants ralentissaient le pas en s'approchant de lui. Les uns ou les autres s'arrêtaient et échangeaient quelques paroles avant de poursuivre leur chemin. Chacun semblait détourner à demi son visage du mendiant et éprouver à sa vue un respect mêlé de crainte. Tandis que j'assistais à la scène qui se déroulait lentement devant mes yeux, je la trouvais de plus en plus singulière et frappante. La place du marché était plus sordide et plus misérable que toutes celles que j'avais parcourues en ville.
mais il y avait dans l'atmosphère, empreinte d'une sorte de dignité et de calme, comme une silencieuse et confiante attente. Les enfants jouaient sans se battre ni crier, les femmes papotaient et riaient doucement et gaiement, et les porteurs d'eau s'attendaient l'un l'autre avec patience. Le cabaretier conversait avec un ânier qui lui avait apporté 2 grandes corbeilles pleines de haricots frais, de choux et de laitue. L'ânier disait « Que te figures-tu qu'ils vont manger ce soir au palais ?» « Ce qu'ils vont manger, répondit le cabaretier. Ce n'est pas facile à dire. Peut-être leur servira-t-on un pain farci d'olives, peut-être des langues de carpe cuites dans du vin rouge, ou bien ils se partageront un mouton au dos gras mijoté avec de la cannelle. Pardieu, oui, dit l'ânier. Le prince et moi, nous sourions à la nomenclature de ces plats extraordinaires, qui représentaient visiblement des friandises rares pour ces pauvres gens. Le prince paya son vin, puis tira son manteau de mendiant par-dessus sa tête, et sans un mot alla s'asseoir à une petite distance de l'étranger. Je m'assis à côté de lui sur le mur. L'homme que nous avions cherché depuis si longtemps, et dont nous avions tant parlé entre nous, était un personnage tranquille. Il ne leva pas les yeux pour regarder les nouveaux venus, mais il resta assis par terre, les jambes croisées, la tête penchée, et ses mains jointes reposaient par terre devant lui. Son écuelle de mendiant placée à côté de lui était vide. Il avait un grand manteau pareil à celui que portait le prince, mais plus déchiré et rapiécé. Un capuchon lui couvrait en partie la tête, et pendant qu'il restait ainsi tout tranquille et les yeux baissés, j'eus le temps d'étudier ses traits. Il est vrai qu'il ressemblait au prince. C'était un jeune homme brun, plus âgé de quelques années que Nasrundin, de l'âge du reste que paraissait avoir le prince quand il prenait son rôle de mendiant. Il avait de longs cils noirs et une petite barbe noire clairsemée, pareille à celle que le prince arborait dans son déguisement, lui couvrait le visage, mais cette barbe-là était réelle. Sur la joue gauche, il avait une marque de la taille d'une cerise, et mon expérience en la matière me fit constater que cette marque artificielle avait été faite avec beaucoup d'habileté. À en juger par son attitude et ses manières, l'inconnu n'était pas du tout le hardi et dangereux conspirateur que j'imaginais. Ses traits respiraient la paix. En vérité, je ne me souviens pas d'avoir jamais vu physionomie humaine plus sereine. L'expression en était singulièrement dépourvue de ruse et d'astuce, et peut-être même de grande intelligence. Mais la dignité et le recueillement qui m'avaient surpris sur la place du marché se retrouvaient chez cet homme comme si elles émanaient de lui-même, malgré ses haillons de mendiant. Peut-être, me disais-je, y a-t-il un petit nombre de qualités qui confèrent cette parfaite dignité à l'attitude d'un être humain. Par exemple, le fait d'être tout à fait content de son sort. Après être restés assis ensemble pendant un bon moment, nous vîmes arriver un pauvre cortège funèbre qui se rendait au cimetière en dehors des murs de la ville. Le cadavre reposait sur une litière et il était suivi par quelques parents en deuil, auxquels s'était joint un petit groupe d'oisifs qui trottaient derrière le convoi. En apercevant le mendiant sous le figuier, ces gens aussi parurent éprouver une sorte de crainte respectueuse. Et ils s'écartèrent comme craintivement de leur route en passant près du mendiant, mais ils ne lui adressèrent pas la parole. Quand ils eurent disparu, le mendiant leva la tête, regarda autour de lui, et le regard perdu dans l'espace, il dit d'une voix basse et douce « La vie et la mort sont 2 cassettes fermées à clé. Chacune d'elles contient la clé de l'autre. » Le prince tressaillit au son de cette voix tant elle ressemblait à la sienne, jusqu'au léger nasillement. Il attendit un instant, puis s'adressa à l'étranger. « Je suis comme toi un mendiant, et suis venu ici pour recueillir les aumônes que voudront bien me donner des personnes charitables. Ne perdons pas notre temps en les attendant, mais parlons de nos vies respectives. Ta vie de mendiant a-t-elle à tes yeux assez peu de valeur pour que tu estimes heureux de l'échanger contre la mort ?
Le mendiant ne parut pas préparé à une question aussi directe, et il ne répondit qu'au bout de près de 2 minutes. Il dit en hochant doucement la tête. « Oh, pas du tout !» Une vieille femme, toute chancelante, se dirigeait vers nous en traversant la place et s'approcha du mendiant de la même manière soumise et réservée des autres, en détournant la tête pour lui parler. Elle serrait une miche de pain contre sa poitrine, et lorsqu'elle s'arrêta, elle la lui tendit des 2 mains. « Pour l'amour de Dieu, dit-elle, prends ce pain et mange-le. Nous t'avons vu assis près du mur depuis 2 jours, sans avoir rien à manger. Je suis une vieille femme, je suis pauvre parmi les pauvres de la ville, et je pense que tu ne refuseras pas l'aumône que je t'offre. » Le mendiant leva doucement la main pour repousser le cadeau. « Non, non, fit-il, reprends ton cadeau et ton pain. Je ne veux pas manger ce soir, car je connais un mendiant, mon frère dans la mendicité, qui est resté 3 jours durant près du mur de la ville, et on ne lui a rien donné. Je veux faire par moi-même l'expérience de ce qu'il a éprouvé et pensé. »« Oh mon Dieu, soupira la vieille femme, si tu ne veux pas manger ce pain, je ne le mangerai pas non plus, mais je le donnerai aux bœufs attelés aux chars qui franchissent en ce moment la porte de la ville. Ils sont si fatigués et ils ont faim. » Et en disant ces mots, elle s'en alla en clopinant. Après son départ, le prince s'adressa encore une fois au mendiant. « Tu es dans l'erreur, dit-il. Il n'y a pas eu de mendiant qui soit resté près des murs pendant 3 jours et auquel on n'a rien donné. J'ai demandé l'aumône moi-même et n'ai jamais été privé de nourriture pendant une journée entière. Les habitants de Téhéran ne sont pas assez durs de cœur, ni assez dépourvus de tout pour laisser jeûner pendant 3 jours le plus misérable mendiant. » Le mendiant ne répondit pas un mot aux déclarations du prince. Le froid devenait plus vif. Le vaste ciel au-dessus de nos têtes, clair comme du cristal, s'emplissait d'une lumière suave. D'innombrables chauves-souris, sorties de crevasses du mur, s'entrecroisaient sans bruit dans l'air, soit plus haut, soit plus bas. Mais la terre, et tout ce qui était de la terre, plongeait dans une ombre bleue, rappelant les émaux de lapis lazuli. Le mendiant s'enveloppa plus étroitement de son vieux manteau et frissonna. Je dis à Nasrundin et au mendiant, « Nous ferions bien de chercher quelque abri dans la rue. »« Je ne vous accompagnerai pas, » dit le mendiant. Les gardiens de la porte emploient la bastonnade pour chasser tous les mendiants des abords de la porte. « Tu fais erreur une fois de plus, » riposta le prince. « Moi qui suis un mendiant comme toi, j'ai cherché un abri sous les portes et aucun gardien ne m'a dit de m'en aller. Car la loi veut que les pauvres sans foyer puissent s'asseoir sous les portes de ma ville quand la circulation du jour est terminée. » Le mendiant réfléchit un peu, puis il tourna la tête vers le prince et le regarda. Puis il lui posa cette question. « Es-tu le prince Nasrundin ?» Troublé et surpris par la question directe du mendiant, le prince saisit son poignard, et je saisis le mien. Mais une seconde plus tard, il regarda le mendiant, bien en face, et dit avec hauteur. « Oui, dit-il, je suis Nasrundin. Tu dois connaître mes traits puisque tu les as contrefaits. Tu as dû me suivre pendant longtemps, et de près, pour imiter mon apparence avec tant d'adresse. J'ai découvert ton jeu depuis peu, mais ce que je ne sais pas, c'est pourquoi tu le joues. Je suis venu ce soir pour l'apprendre de ta bouche. » Le mendiant ne répondit pas tout de suite, puis il secoua encore la tête. « Allons, allons, mon gentil seigneur, dit-il, tu as raison. Il est vrai que je t'ai vu un jour de loin, dans tes habits misérables, mais j'en ai appris davantage par ceux qui te suivaient et veillaient sur toi. Il est vrai aussi que j'ai fait usage de cette ressemblance entre toi et moi que Dieu a voulu dans sa sagesse. J'y ai gagné d'être fier et plein de gratitude envers le Seigneur, moi qui autrefois gisais sans espoir dans la poussière, moi qui étais triste et découragé. Un prince blâmera-t-il son serviteur pour cette raison? Et qui donc es-tu aux yeux de mon peuple? Demanda le prince en jetant au mendiant un coup d'œil pénétrant. Qui donc es-tu aux yeux de la foule sur la place du marché?
Le mendiant promena un rapide et furtif regard autour de lui. « Chut, prince, parle bas, dit-il. Les gens sur la place et dans les rues voisines n'osent pas me dire qui ils pensent que je suis. Ne les vois-tu pas se détourner et baisser les yeux en passant devant moi ou en me parlant? Ils savent que je veux rester inconnu et ont peur que si jamais je découvrais ce qu'ils croient que je suis, ma colère ne se déchaîne contre eux si terrible que je m'en irais sans plus revenir. » À ces mots, le prince rougit et resta longtemps silencieux. Il finit cependant par dire gravement « Ils croient tous que tu es le prince Nasrundin. » Le mendiant montra ses dents blanches en un large sourire. « Oui, c'est bien ce qu'ils croient. Ils croient que je possède un palais et que je puis y retourner dès que j'en aurai envie. Ils croient que j'ai une cave pleine de vin, une table chargée de mets succulents, et que des vêtements de fourrure et de satin remplissent mes armoires. » « Mais alors, qui es-tu » demanda le prince, « toi qui es fier et qui remercie le Seigneur d'avoir pu jouer à être ma personne. »« Je suis ce dont j'ai l'air, dit le mendiant, un mendiant de Téhéran. Je suis né mendiant, ma mère était une mendiante. Elle m'a inculqué la profession à force de racler, avant même que je n'ai pesé autant qu'un chat. J'ai demandé l'aumône dans les rues et le long des murs de cette ville pendant toute ma vie. « Comment t'appelles-tu » reprit le prince. « Je m'appelle Fat, dit le mendiant. » Le prince poursuivit. « N'as-tu pas fait le projet de pénétrer dans ce palais dont tu parles, grâce à notre ressemblance ?»« Grand Dieu, non !» s'écria Fat. « N'as-tu pas essayé, insista le prince, de gagner pouvoir et influence dans ce peuple et de satisfaire ton ambition au moyen de cette ressemblance ?»« Grand Dieu, non !» répéta Fat. « Non, non, je suis un mendiant, et je m'entends à exercer mon métier de mendiant, mais j'ignore tout le reste, et ne me soucie pas d'en savoir quelque chose. Je serais fort embarrassé si je devais m'en occuper. J'ai acquis un certain pouvoir parmi le peuple, c'est vrai, et sans doute mes semblables feraient-ils pour moi ce que je leur demanderais, mais que pourrais-je désirer qu'ils fassent ? Alors qu'as-tu fait ? Tu as osé me suivre, mes pieds, copier mes faits et gestes, et faire croire à mon peuple que tu étais le prince Nasrundin. » Fat répondit « J'ai demandé l'aumône dans les rues et le long des murs de la ville. » Tout à coup, Fat regarda attentivement le prince et s'écria « Qu'est devenue la marque sur ta joue ?» Le prince porta la main à sa joue. « On me l'a enlevée. » Alors Fat leva aussi la main et l'appuya contre sa joue à lui. « Les gens n'aimeront pas ça, dit-il gravement. Mais pourquoi calomnies-tu mon peuple et rends-tu le sort des mendiants de ma ville encore plus dur qu'il n'est? Pourquoi vas-tu raconter qu'un mendiant est resté 3 jours durant près du mur sans qu'on lui ait rien donné et que tu désirais savoir ce qu'il avait éprouvé pendant ce temps-là? Par le Dieu vivant, dit Fat, ce n'est pas une calomnie mais la vérité. » Le prince reprit sévèrement. « Qui donc alors était le mendiant si cruellement traité ? Monseigneur, c'est moi-même, au temps où je ne t'avais pas encore vu. Il y a cependant une chose que je ne peux comprendre. Pourquoi ne veux-tu rien accepter des gens de la ville maintenant que tu leur as inspiré le désir de t'offrir ce qu'ils ont de meilleur? Pourquoi as-tu refusé la miche de pain de cette pauvre femme et l'as-tu renvoyée toute triste ?» Fat réfléchit avant de répondre, puis il dit « Monseigneur, permets-moi de te répondre que tu ne sais pas grand-chose concernant la mendicité. Je suppose que pendant toute ta vie tu as eu de quoi manger tant que tu en avais envie. Si je prends ce qu'on m'offre, pendant combien de temps encore pensera-t-on à m'offrir quelque chose? Et pendant combien de temps encore les autres croiront-ils que dans mon palais je jouis des aliments les plus choisis et de tout ce qu'il y a de meilleur et de plus délicat en ce monde, depuis l'Orient jusqu'à l'Occident. » Le prince ne répliqua rien, puis tout à coup il éclata de rire. « Parmi les tombeaux de mes pères, Fat, s'écria-t-il, je t'ai pris pour un imbécile, mais à présent je pense que tu es l'homme le plus avisé de mon royaume. Car mes courtisans et mes amis me demandent des emplois et des offices à la cour, des honneurs et de l'or,
et quand ils ont obtenu ce qu'ils désirent, ils me laissent tranquille. Mais un mendiant de Téhéran m'a attelé à son char, et dorénavant que je dorme ou que je veille, je travaille pour Fat. Je puis faire la conquête d'une province, tuer un lion, écrire un poème, épouser la fille du sultan de Zanzibar, qu'importe, tout servira à la plus grande gloire de Fat. Fat considéra le prince sous ses longs cils. C'est possible, dit-il, et tu viens de l'affirmer. Mais à mon tour, je peux déclarer que c'est toi qui as fabriqué Fat et tout ce qu'il concerne. Quand tu allais par les rues en mendiant, tu n'avais pas essayé d'être plus sage, plus éminent, plus noble, plus magnanime que les autres mendiants de la ville. Tu t'es contenté de n'être que l'un d'eux, et tu as pris grand soin de ne différer d'eux en aucune façon. Tu as cherché à mystifier tes sujets, à écouter leurs propos, sans qu'ils y prissent garde. C'est pourquoi, maintenant, je ne suis plus moi-même qu'un mendiant comme tous les autres. Que je dorme ou que je veille, je ne suis qu'un mendiant sous le masque du prince Nasruddin. Ceci est également possible, dit le prince. Je te supplie, prince, poursuivit Fat d'un ton solennel, de conquérir des provinces, de tuer des lions, d'écrire des poèmes. J'ai veillé à ce que le nom du prince Nasruddin et sa réputation de généreuse bonté soient célèbres chez les pauvres de Téhéran. À toi, maintenant, de veiller à ce que le nom de Fat, sa réputation d'homme de courage et d'esprit, soit célèbre parmi les rois et les princes. Quand tu tueras un lion, rappelle-toi que le cœur de Fat se réjouira de ta bravoure. Et quelle admiration vas-tu inspirer à ton peuple quand tu auras épousé la fille du sultan, puisqu'on continuera à te voir assis sur le mur la nuit, malgré le froid, rien que pour vivre la vie pénible de tes sujets. Oh, combien ils t'estimeront quand, pour partager leur triste sort, tu t'assiérais dans les rues avec les prostituées et tu t'entretiendras avec elles. Est-ce que les prostituées de ces rues ou des rues voisines t'embrassent avec passion et frissonnent d'extase dans tes bras ? Demanda le prince. Il faut que tu me le dises, car j'ignore tout cela, et pourtant leur extase est en quelque sorte mon dû. Oh, je ne peux rien te dire à ce sujet, dit Fat, car je n'en sais pas plus que toi. Je n'ose pas les embrasser, car elles sont malignes. Et il est bien possible qu'elles connaissent les baisers et les manières d'un grand seigneur. Tu as donc peur de mes femmes, Fat, reprit le prince, toi qui n'as pas montré la moindre crainte quand je me suis fait connaître à toi. Monseigneur, dit Fat, l'homme et la femme sont deux cassettes fermées à clé. Chacune d'elles contient la clé de l'autre. Tends ta main, Fat, dit le prince, et quand le mendiant lui obéit, il prit dans sa ceinture sa besace de mendiant et la vida dans la main tendue. Fat garda les pièces sur sa paume et les contempla. « Est-ce de l'or » demanda-t-il. « Oui, répondit le prince. « J'en ai entendu parler, reprit Fat, et je sais que l'or est puissant. » La tête penchée, il resta pendant longtemps affligé et silencieux. Enfin, il dit « Je vois maintenant pourquoi tu es venu cette nuit. Tu entends mettre un terme à ma grandeur. Tu veux que je vende mon honneur et ma grande renommée dans le peuple en échange de ce métal puissant et dangereux. Non, je le jure sur mon épée, dit le prince. Cette idée ne m'est pas venue à l'esprit. Alors que dois-je faire de cet or ? Le prince fut légèrement embarrassé. Voilà une question qu'on ne m'a pas encore posée. Si tu n'as que faire de cet or pour ton propre usage, tu es libre de donner aux pauvres gens de la place du marché. Fat se taisait, regardait l'or dans sa main, puis il dit « Je pourrais, comme l'homme dans le conte des 40 voleurs, demander qu'on me prête le sac d'un mendiant, et en le rendant, laisser par mes gardes une pièce d'or dans le fond, de manière à convaincre les gens de mon opulence. Mais, monseigneur, cet acte ne ferait aucun bien ni à moi ni aux autres. Les autres exigeraient davantage que ce que tu m'as donné, et davantage que ce que tu pourrais jamais me donner. Ils ne m'aimeraient plus comme ils m'aiment en ce moment, et ils ne croiraient plus non plus à ma compassion ou à ma sagesse. Reprends ton or, le mendiant t'en supplie. L'or est mieux dans ta poche que dans la mienne. En ce cas, que puis-je faire pour toi ? Fat réfléchit et son visage s'éclaira comme celui d'un enfant.
Écoute-moi, mon Seigneur, dit-il. Je me suis souvent imaginé une scène dont tu pourrais faire une réalité si tu le voulais. Envoie un jour ton plus beau régiment de cavalerie, son capitaine en tête, traverser à cheval la place du marché. Je serai assis sur la place ce jour-là, et quand tes cavaliers arriveront, je ne bougerai pas pour les laisser passer. Ordonne à ton capitaine, qui sera très surpris et effrayé en me voyant, d'arrêter tout le régiment pour que personne ne me touche, et de l'arrêter assez brusquement pour faire se cabrer tous les chevaux fougueux. Ordonne-lui ensuite, après que j'aurai fait signe de ma main, de reprendre la chevauchée et de passer sur moi, mais avec un peu de précaution pour que les chevaux ne me blessent pas. Voilà ce que tu peux faire pour moi, mon Seigneur. Quelle folle invention, Fat, rétorqua le prince en souriant. Il n'est jamais arrivé que mes cavaliers aient passé sur un de mes sujets dans la rue ou sur la place du marché. Si, dit Fat, la chose est arrivée, et ma mère a été tuée. Le prince resta un moment absorbé dans ses pensées. Vanité des vanités, dit-il enfin, tout est vanité. Avant ce soir, j'avais appris à la cour bien des choses sur la vanité des hommes, mais j'en ai appris bien plus auprès de toi, un mendiant. Il me semble que la vanité peut nourrir celui qui meurt de faim et tenir chaud au mendiant dans ses haillons. Est-ce vrai, Fat? Mon prince, répondit Fat, dans une centaine d'années, on écrira dans les livres que Nasrundin était un prince qui gouvernait le royaume de Perse de telle façon que les plus pauvres de ses sujets estimaient que leur vanité était pleinement satisfaite lorsqu'ils mouraient de faim dans leurs manteaux déchirés de mendiants contre les murs de Téhéran. Une fois de plus, le prince se drapa dans son manteau et tira un des pans sur sa tête. « Je m'en vais, dit-il, bonne nuit, Fat. J'aurais aimé revenir un soir pour bavarder avec toi, mais mes visites finiraient par détruire ton prestige. Je veillerai à ce que, à partir d'aujourd'hui, tu puisses rester assis en paix près du mur, et que Dieu soit avec toi. » Sur le point de s'en aller, il s'arrêta. « Un mot de plus avant de te quitter, dit-il avec une certaine hauteur. J'ai entendu dire que tu vis avec une femme qui, dans les tavernes de la place du marché, donne des représentations avec un âne. Il est bon que mon peuple sache que je désire connaître ses conditions de vie et que je désire même les partager. Mais tu prends une grande liberté avec ma personne, en me faisant en quelque sorte marcher sur les traces d'un âne. À partir de ce soir, il faut t'arranger à ne plus voir cette femme. » Je n'avais pas deviné que cette particularité de la vie du mendiant avait aussi profondément touché le prince. Ce n'est que maintenant que je m'apercevais combien il en avait été choqué et offensé, et combien à ses yeux Fat avait pris à la légère des choses véritablement nobles et sacrées, car Nasrundin n'était pas seulement un prince, mais un homme très jeune. Aux paroles du prince, Fat parut extrêmement troublé et consterné. Il baissa les yeux et se tordit les mains. « Oh, monseigneur, s'écria-t-il, cet ordre me frappe cruellement. Cette femme est ma femme, c'est son métier qui me fait vivre. » Le prince regarda longuement le mendiant. « Fat, finit-il par dire avec bonté et d'un air royal, si dans ce qui nous concerne, toi et moi, c'est toujours moi qui cède, je ne sais pas moi-même si je le fais par faiblesse ou par une sorte de force. Dis-moi, mendiant de Téhéran, ce que tu penses, toi, au fond du cœur. » « Mon maître, dit Fat, toi et moi, le riche et le pauvre de ce monde, nous sommes deux cassettes fermées à clé, et chacune d'elles contient la clé de l'autre. » En rentrant au palais à la fin de la soirée, je vis que le prince était tout pensif et troublé jusqu'au tréfonds de son âme. Je lui dis « Ce soir, votre Altesse aura fait une nouvelle expérience concernant la grandeur et le pouvoir des princes. » D'abord, le prince Nasrundin ne me répondit pas. Mais lorsqu'étant sortis des rues étroites et malodorantes, nous parvînmes dans les quartiers plus riches et plus imposants de la ville, il dit « Je ne circulerai plus déguisé en mendiant. » De retour au palais royal vers minuit, nous dînâmes ensemble. C'est ainsi que se termina l'histoire d'Ainéas. Le conteur se renversa contre le dossier de sa chaise, sortit de sa poche du papier à cigarette et du tabac, puis roula une cigarette. Charles avait écouté attentivement le récit.
mais sans dire mot et en ne regardant que la table. Quand son ami se tut, il leva les yeux comme un enfant qui s'éveille. Il se rappela l'existence du tabac et, suivant l'exemple d'Aénéas, roula une cigarette. Les deux hommes assis en face l'un de l'autre fumèrent tranquillement, suivant du regard la colonne bleue vaporeuse qui montait dans l'air. Voilà une belle histoire, dit enfin Charles, et il ajouta. Il est temps de rentrer chez moi, je crois que je dormirai bien cette nuit. Mais après avoir fumé sa cigarette jusqu'au bout, lui aussi s'appuya au dossier de sa chaise et dit d'un air rêveur. Non, votre histoire n'est pas très bonne en réalité, mais il y a des passages qui, développés, pourraient fournir la matière d'une belle œuvre. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cela vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires.